particulièrement heureuse de vous accueillir ce soir dans le cadre d'un exposé qui va vous être, d'une conférence qui va être prononcée par le professeur Pierre-Paul Zaliot, qui est président de l'école normale supérieure Paris-Saclay, que l'on connaissait mieux il y a quelques années sous l'appellation École normale supérieure de Cachan, avec laquelle d'ailleurs notre université, dans ces différentes sections, avait quand même, on s'en est rendu compte, pas mal de collaborations. Et le professeur Pierre-Paul Zaliot est en fait président de cette université, donc on pourrait dire en Belgique qu'il est le recteur de l'ENS Paris-Saclay. Donc merci tout particulièrement à vous d'être venu ce soir nous rejoindre dans le cadre du colloque Les musées universitaires et les publics qui se tient depuis hier, aujourd'hui et encore demain. Et j'ai compris qu'il y aurait aussi des manifestations culturelles après-demain. Le thème de votre conférence portera ce soir sur le thème « La culture par l'université, : oser l'enjeu », point d'interrogation. Donc ça laisse place à l'ouverture. Et donc à partir d'expériences collaboratives concrètes que vous avez menées à l'ENS Paris-Saclay, vous allez nous partager votre point de vue ainsi que ces interrogations sur les dérives et les potentialités d'une rencontre entre culture et université, mais ce sera davantage de liens entre art et science dont il sera question. Alors, quelques mots pour présenter notre conférencier de manière un peu plus approfondie, rassurez-vous, on va quand même survoler. Vous êtes donc président de l'ENS Paris-Saclay, comme je l'ai dit, depuis octobre 2012. Vous êtes vous-même ancien élève de l'ENS Cachan, agrégé de sciences économiques et sociales, docteur et titulaire d'une HDR en sociologie, pourquoi pas, c'est pas mal après tout. Au sein même de cette ENS, vous avez été successivement maître de conférence en 99, 99, professeur des universités en 2006 et directeur du département de sciences sociales, c'est-à-dire de la faculté de sciences sociales pour nous, en 2008. Et vos domaines de recherche sont la sociologie économique, la sociologie des entrepreneurs et de l'entrepreneuriat, ce qui ne vous intéresse pas, loin de là, vous intéressez au thème de la culture, des thèmes sur lesquels vous avez écrit plusieurs ouvrages et articles. Alors, vous serez en dialogue avec le professeur Jean Ouinan à votre gauche, que nous connaissons bien à l'Université de Liège, puisque le professeur Ouinan est premier vice-recteur de l'Université de Liège, en charge particulièrement de la politique du développement et de la gestion des sites géographiquement délocalisés. Bon, c'est un peu compliqué à Liège, on en parlait tout à l'heure, mais nous sommes à Liège, Gembloux, Arlon, etc. Ainsi, et voilà, nous y sommes, que de l'image et du positionnement institutionnel et de l'organisation interne. Jean Ouinan est aussi membre de l'Académie royale de Belgique, classe des lettres, depuis 2017. Et il est spécialiste en langue et littérature orientale, égyptien et genre acadien. Ses travaux portent actuellement sur la langue et les textes de l'Égypte ancienne. Je vais donc donner la parole sans plus attendre au professeur Zaliot et sera modératrice de cette soirée notre grande organisatrice Rachel Brahi, comme d'habitude. Et le dialogue sera ouvert évidemment avec le professeur Ouinan, qui pourra réagir, je dirais, en fonction des propos qu'il entendra, mais surtout, enfin on verra, on peut l'inviter aussi à peut-être présenter le projet qu'il a pour l'Université de Liège. Voilà, sans plus attendre, je vous passe la parole. Bien, merci beaucoup. J'espère que la sonorisation, ça va, le micro, cravate, on entend bien. Bon, je vous remercie infiniment de me convier dans le cadre de ce colloque. Je vous en remercie d'autant plus que je ne suis pas un spécialiste des musées universitaires du tout. Vous l'avez dit, je suis en responsabilité d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Je suis sociologue et j'y reviendrai. J'ai souhaité placer une entité à dimension artistique et culturelle au cœur de cet établissement. Je vous en dirai quelques mots, mais ce qui va m'intéresser ici, et plus je réfléchissais à ce que j'allais dire, plus je voyais que ce dont j'allais vous parler, c'était plutôt les rapports entre ce qu'on appelle les mondes de l'art, enfin, c'est une expression qu'utilisent volontiers les sociologues, et la recherche scientifique, ce qui est une manière de parler évidemment du rapport entre culture et université. Si je devais résumer d'une phrase ou de quelques phrases ce que je voudrais défendre comme idée, je ne suis pas sûr de vous convaincre, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit l'objectif, c'est plutôt l'objectif, c'est d'ouvrir une discussion. Mais si je devais d'un mot dire ce que je voudrais défendre ici, c'est que confronter l'art, on va dire plutôt les arts en réalité, à la recherche scientifique,
ça n'a d'intérêt que si cela permet d'adresser un enjeu, qui est un enjeu difficile, à plein d'égards, qui est un enjeu de symétrisation entre les arts et les sciences. Si je devais le redire autrement, je dirais que ce qui me paraît, évidemment, placer la culture au cœur de l'université, ça a beaucoup d'intérêt, et un responsable d'établissement d'enseignement supérieur peut avoir plusieurs intérêts à vouloir placer la culture au cœur de son université, mais il me semble que l'enjeu que je vais défendre comme étant l'enjeu principal, ça serait de doter les universités, en particulier quand ce sont des universités intensives en recherche, de lieux où les arts et les sciences peuvent composer ensemble de nouvelles significations et produire de nouvelles connaissances. C'est une proposition qui a l'air simple, mais qui est moins simple qu'il paraît, et j'essaierai avec quelques éléments d'expérience et quelques éléments aussi d'artistes que je peux connaître ou de scientifiques ayant travaillé avec des artistes, d'essayer de vous en illustrer quelques difficultés. Je suis quand même un universitaire, donc je procéderai en 3 temps. Je vous dirai quelques mots sur l'histoire de ce projet, enfin du projet qui fait que je m'intéresse à ces questions. Je vous dirai également ensuite quelques mots sur les rapports entre art et sciences et culture et université. Je ne serai pas du tout exhaustif, je vais vraiment prendre quelques éléments qui m'intéressent, donc tout ça pourra être critiqué. Et je terminerai par des questionnements qui sont plutôt des questionnements sur ce que j'entendrais comme un dispositif souhaitable, ce que je vais appeler ici un dispositif de composition, plutôt qu'un dispositif de médiation. Donc j'essaierai d'opposer la notion de médiation, qui est très utilisée, peut-être à l'excès, pour la déconstruire et proposer un autre terme. Alors, petite histoire dans un premier temps. La France a décidé, le gouvernement français a décidé, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, d'engager une politique de restructuration de l'enseignement supérieur, et notamment une politique qui a un petit peu varié selon les gouvernements, mais qui, si on la regarde d'en haut, a quand même à peu près une cohérence, qui consiste à favoriser, par des financements incitatifs, des regroupements universitaires, et faire émerger non seulement des sites régionaux puissants, mais en réalité, si je peux m'exprimer ainsi, je suis capté, donc je fasse attention, mais enfin, en réalité, 10 ou 12 champions nationaux qui peuvent prétendre à placer les universités françaises dans des rangs honorables, dans les classements internationaux. Alors, dans le cadre de cette politique, il se trouve qu'il y a à 20 km au sud de Paris un lieu exceptionnel historiquement, puisqu'il sédimente des politiques de recherche très anciennes, qui datent de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'installation du commissariat à l'énergie atomique, avec l'installation des premiers laboratoires du CNRS, avec l'installation de la nouvelle faculté des sciences de Paris, devenue faculté d'Orsay, puis l'université Paris-Sud, avec un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique, l'école centrale, enfin l'école Supélec, aujourd'hui l'école centrale, demain l'école normale supérieure, anciennement de Cachan, devenue Paris-Saclay. Donc vous avez un projet fort, coûteux, important, à la fois universitaire, immobilier, et je disais au recteur que c'est ce matin qui a été publié au journal officiel, donc vous voyez, on a le sens de la conjoncture, ce matin a été publié au journal officiel, par décret de la République française, la création d'établissements expérimentaux, dont l'université Paris-Saclay et, par exemple, on en parlait tout à l'heure, Paris Sciences à Paris. Voilà. Donc on est vraiment dans l'actualité. Alors, Paris-Saclay, c'est 15% de la recherche française, et c'est un lieu qui est quand même 15% de recherche essentiellement scientifique. Donc une partie des questionnements que je vais développer devant vous vis-à-vis du rapport culture, université et art-sciences, c'est aussi nourri de 7 ans de vie d'un sociologue à la tête d'un établissement dans un milieu où dominent la physique, les mathématiques, l'informatique, la biologie, les sciences du vivant, la santé, et pas tellement les sciences humaines et sociales, il faut bien dire, qui sont moins présentes. Mon établissement en tant que tel est un établissement de formation, c'est un établissement sélectif de formation des futurs universitaires. Donc, quand on a défini le programme, et quand j'ai dû définir le programme immobilier de reconstruction de l'établissement, je me suis demandé comment il était possible que dans un établissement comme le mien,
qui promet à des carrières exceptionnelles des jeunes Françaises et Français extrêmement sélectionnés, enfin Françaises et Français pas uniquement d'ailleurs, mais enfin bon, quand même globalement, comment se pouvait-il qu'à aucun moment de leur scolarité, ces jeunes filles et ces jeunes gens ne soient confrontés à l'épreuve des pratiques artistiques, à l'épreuve de l'expérience artistique, à l'épreuve de l'expérimentation et de la création, enfin à l'épreuve de l'expérimentation, ils y étaient en sens de l'expérimentation scientifique, mais pas de l'expérimentation artistique ou culturelle. Alors, ceci ne se confondait pas dans mon esprit avec, d'une part, ceux de nos élèves qui viennent dans des départements à dimension artistique. Il se trouve qu'on a un département d'art appliqué à l'école, donc des élèves qui ont une culture disciplinaire dans ce domaine. Et ça ne se superposait pas dans mon esprit avec le fait que nous avons des étudiantes et des étudiants plutôt quand même pas, on a plutôt moins de fils d'ouvriers que de fils de catégorie supérieure, on a quand même beaucoup de fils de profs, on a quand même des gens qui ont de la culture générale, donc tout ça, ça ne se superpose pas, la question de la confrontation aux pratiques artistiques et aux incertitudes que porte l'expérience artistique ne se superpose pas à la disposition d'une culture générale. Voilà, donc c'est l'ensemble des questions et on y a répondu. Enfin, à l'époque, j'ai décidé qu'on y répondrait en plaçant dans un programme architectural un objet qui serait pas vu parce qu'il fallait pas expliquer, il fallait surtout pas. Les mètres carrés étaient comptés, les budgets étaient comptés, donc j'ai surtout pas dit au gouvernement français que j'allais construire ce qui s'appelle une scène de recherche, ce qu'on peut appeler dans un premier temps, pour simplifier, une salle de théâtre, un plateau de travail. Parce que si j'avais dit ça, on m'aurait dit, écoutez, vous êtes gentil, mais on va vous retirer 1 million d'euros. Si vous avez vraiment les moyens de construire quelque chose qui n'était pas prévu dans le programme, c'est qu'il y a un loup. Donc il faut faire tout ça en n'en parlant pas. Voilà. Quand on a commencé à discuter avec l'architecte, donc j'ai conduit le concours international et on a sélectionné un architecte qui est d'ailleurs assez connu, qui est Renzo Piano. Renzo Piano a construit Beaubourg, donc on avait toute raison de penser que le sujet qui était proposé, qui était un petit sujet par rapport au programme de l'établissement, il s'agit de construire une petite chose qui est un peu plus grand que cette salle, bien sûr, mais enfin c'est pas à l'échelle d'une école qui fait 70 000 m², enfin d'une université 70 000 m², 14 laboratoires, c'est tout petit. Et donc, les premières discussions avec l'architecte étaient décevantes. Alors, elles se sont avérées décevantes parce que la proposition que faisait l'architecte, c'était en fait de faire ce dont parlent tous les clients qui veulent de la culture dans leur bâtiment. Ils veulent quoi? Ils veulent un espace cool. Ils veulent que les étudiants puissent avoir des poufs, du Wi-Fi. Ils pensent au Learning Center de Lausanne. Il faut un endroit sympathique. On peut éventuellement... alors, bâtiment très vitré. Renzo Piano fait toujours des bâtiments très vitrés. Donc je lui dis, mais moi, une salle où on va travailler toutes sortes de choses, y compris les arts numériques, ou y compris le cirque, il faut que ça soit noir. On dit, oh, ben, on peut mettre des rideaux pour occulter. Je dis, non, ben, c'est pas ça, faire une salle. Et alors... À un moment donné, Renzo Piano, dans une réunion qui était une réunion intéressante, mais pas si simple, me dit, mais en fait, pour moi, ce que je croyais être le cœur de ton école, alors il dit dans son langage en italien, il dit la fabrica, c'était les laboratoires. Et en fait, il dit, tu veux une deuxième fabrica. Tu veux la fabrica pour la poésie et l'imaginaire. Très sympathique. Je dis, Renzo, t'as à peu près compris, c'est ça que je veux. Alors il me dit, je te préviens, ça va coûter un peu d'argent. Donc là encore, je dis, bon, on va essayer de faire passer tout ça dans le budget. Et je me suis quand même demandé si c'était mon rôle de faire ça. Parce que c'est des deniers publics. Donc je me suis demandé si c'était mon rôle de doter une université d'un équipement culturel. Et je me suis aperçu qu'on était dans un contexte où il fallait, surtout dans la programmation du bâtiment, il y avait une institution au niveau gouvernemental qui s'appelle le Commissariat au Grand Investissement, il fallait que je leur cache que j'avais fait ça. Je m'apercevais qu'on était en train de on était censé bâtir une université collectivement qui allait se classer dans le top 20 mondial, le classement de Shanghai thématique, mais qui n'avait pas de musée. Pardon, pas de musée, qui avait rien à montrer, qui avait rien à dire d'universel. Enfin, bien sûr, les ondes gravitationnelles, c'est universel. Les collègues physiciens, ils trouvaient qu'il fallait mettre tout l'argent dans les détecteurs d'ondes gravitationnelles, mais j'ai eu l'occasion de dire dans un petit papier qui a d'ailleurs suscité
remercier votre intérêt, que tout à coup, je réalisais qu'Harvard avait 12 musées, que Stanford avait un vice-président for the arts, que quand j'étais allé à Yale la première fois, j'avais vu la bibliothèque Beinecke avec les manuscrits anciens, que quand j'étais allé à Cornell, j'avais vu le musée de Pei sur le lac Cayuga, et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que... Et même quand j'étais allé dans une université plus jeune, plus européenne, qui est l'université de Warwick, le Cultural Center avait été conçu dans les années 70 au cœur du campus. Donc je me suis posé ces questions-là et je me suis aperçu d'ailleurs, parce que quand on devient responsable d'établissement, on apprend le contexte législatif des établissements. Donc je me suis intéressé en France à un petit livre rouge qui nous sert de guide, qui est le Code de l'éducation. Et en lisant le Code de l'éducation, j'ai découvert que mon établissement s'appelait un EPSCP. Ça veut dire établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Je me suis aperçu qu'en 1983, Jack Lang, grand ministre de la Culture, que tout le monde connaît, avec Savary, avait défini les grandes lignes d'un protocole de collaboration entre la culture et l'enseignement supérieur. Je découvre aussi à ce moment-là, mais là pour le coup c'est quasiment contemporain de mon arrivée, que Valérie Pécresse, ministre de l'enseignement supérieur de Sarkozy, avait demandé à ce qu'il y ait véritablement une politique culturelle et avait à ce moment-là suscité un rapport, un livre blanc sur la culture à l'université. C'est très intéressant, ça avait été conduit par un sociologue, que je connaissais un peu, parce qu'il avait fait sa thèse dans le même labo que moi, avec un sociologue de la culture, Jean-Claude Passeron. Et Emmanuel Etis, pour ne pas le nommer, produit un rapport dans lequel il y a 128 propositions, pas une de moins, bottom-up. On a interrogé tout le monde. Alors, j'ai essayé de les résumer. Les grandes lignes, c'était l'université doit développer la pratique et les productions artistiques. L'université doit concourir au développement des cultures numériques. Donc, on voit la puissance là de la question du numérique qui vient, je ne dis pas parasiter, mais qui vient, voilà. La politique culturelle doit servir à l'articulation entre la diversité culturelle et la socialisation à l'université, donc on va s'occuper de toute une série de choses là. Il va falloir également s'occuper de la promotion et de l'acquisition d'une culture générale. Le rôle de la culture sera également de travailler à l'ancrage de l'université sur le territoire. Et puis, accessoirement, en dernière position, la place de l'université dans les mondes de l'art. Voilà. Alors, chemin faisant, je signale juste que toutes ces initiatives de rencontre entre culture et université se sont consolidées dans une loi qu'on appelle en France la loi Fioraso, qui est une loi de 2013, qui définit les grands principes de regroupement universitaire et qui réécrit un article du fameux Code de l'éducation. Dans le jargon législatif français, c'est l'article L123.6 qui dit, je vais le citer, alors c'est un très long article, je vais vous en lire les quelques lignes, et puis je vais quand même vous dire le fourre-tout qui constitue. Mais enfin, il y a quand même quelques lignes qui sont bien senties, qui dit « Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche. » Dans cet ordre. Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Je ne vais pas citer la totalité de l'article, mais on est quand même en France, quand on écrit ce genre de texte, donc il y a toute une série de compromis. La France a 80 universités, autant de sensibilités, des sensibilités politiques, donc à la fin, il faut tout mettre. Alors, dans ce même article, sous le même chapeau, on range la politique culturelle, la diffusion de la recherche, donc la diffusion-médiation, les activités sportives, le développement des cultures régionales, il faut un peu quand même, l'action contre les stéréotypes sexués, ça fait jamais de mal, et le développement des collections et des musées universitaires, quand même, il ne faut pas les oublier. Ce que je retiens, commentaire audacieux, c'est que cet article met la culture et la science sur le même pied. Dans la même phrase, sont mis comme relevant de la même famille de pensée la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des sciences, des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Cette phrase m'a d'ailleurs troublé parce que je vais parler de recherche et création et en même temps ça me trouble toujours un peu. Il y a des mots qui me troublent. Médiation me trouble un peu, je l'ai déjà dit. Je préférerais composition, j'y reviendrai tout à l'heure. Création me trouble un peu parce que moi, création, je pense tout de suite à Dieu quand je pense à la création, vous voyez. Donc, je suis pas le seul à penser que quand on parle de création, Giorgio Agamben, dans un texte qui s'appelle Création et anarchie, dit
que bon, ça renvoie à tout un imaginaire de la création divine, en fait. Donc, voilà. Ce qui me paraît intéressant, je vais d'ailleurs citer Agamben dans ce même ouvrage, c'est ce qu'il intitule ainsi des activités artistiques qui restituent la continuité possible entre tous les actes de pensée dans les œuvres de l'esprit, qu'elles soient d'art ou de science, œuvres où se développe dans le résultat quelque chose qui est resté dans l'ombre et qu'il s'agit de pouvoir trouver et saisir. Voilà, donc je pense que ça c'est, si je devais dire d'un mot ce qu'on a voulu faire quand on s'est lancé dans cette aventure, c'est au fond de se dire on a bien cette mission, mais il faut la prendre peut-être à ce niveau-là. Alors deuxième partie de mon propos, c'est de partir d'une idée, d'un constat qu'on peut discuter bien sûr, que quelque chose s'est séparé. Alors il y a ici d'éminents historiens, donc je vais être très très prudent et je vais surtout être, je veux pas être très prudent, je vais être très imprudent au contraire et très je vais dire que malgré toute une série de choses qui lient l'université et la culture, et le colloque que vous avez organisé en témoigne, il y a en France aussi des choses, il y a une association qui s'appelle A plus U plus C, qui cherche à faire le lien entre l'université et la culture, il y a un certain nombre de choses. On parlait de PSL, le PSL a développé un doctorat sciences, arts et création, enfin, on pourrait citer toute une série de choses, mais je dirais quand même que le monde de l'université et les mondes de l'art sont séparés, et que le monde de la recherche et les mondes de l'art sont séparés. Et je disais en historien que je ne suis pas, je dis tout de suite, que sans doute il s'est joué quelque chose historiquement, pour dire les choses de manière très frustre, est-ce que à la Renaissance, on considérait que la production artistique n'était pas un instrument de connaissance? Je ne sais pas, mais j'aurais tendance à penser qu'on pouvait considérer que la production artistique soit un élément de connaissance. Et puis, pour aller dans un autre moment de la chronologie, je pense qu'au XIXe siècle, s'est joué quelque chose, l'autonomisation des champs, l'institutionnalisation des lieux de savoir et des lieux d'enseignement, de l'université, l'autonomisation des champs de production artistique. Et je pourrais prendre, je relisais dans le train, au moment où je préparais cette conférence, je relisais le Salon de 1859 de Baudelaire, qui est un texte pour me dire qu'est-ce que c'était que le regard que portait un poète sur ce qui serait la FIAC de l'époque, en fait. Donc, c'est un texte dans lequel il parle de l'abaissement de l'artiste face à la technique, un artiste qui est devenu un enfant gâté, qui sert en fait, qui est mécéné par la finance, mais qui est victime d'une technique qui tue l'imagination. Enfin, c'est dit beaucoup plus élégamment par Baudelaire et en plus longtemps. Et je pourrais ajouter une autre phrase, qui est une phrase du journal d'Odilon Redon, en 1859, même année, 12 avril 1859, la science rampe. Voilà. On a vraiment une division avec une idéologie commune qui s'est imposée, qui est que y a une opposition entre l'art et la science, et qu'il y a une opposition entre la culture et la technique. Il y a une déshumanisation de la civilisation par la technique. Bon, je ne vais pas développer davantage, mais si j'avais plus de temps, j'aurais envie de mettre à l'épreuve cette problématique en relisant ça à la lumière des travaux, par exemple, de Gilbert Simondon sur les modes d'existence des objets techniques, c'est-à-dire comment est-ce que les objets techniques sont eux-mêmes des réservoirs de signification, mais cette pensée-là, celle de Simondon, une pensée de l'après-guerre, est un élément très unique dans un concert de conception dans lequel art et science sont clairement opposés. Alors cette séparation, elle a une traduction institutionnelle en France. J'interrogeais mes hôtes et j'ai le sentiment qu'elle existe un peu aussi en Belgique, cette séparation institutionnelle, c'est que les écoles et les universités de formation artistique ne sont pas mélangées avec les universités tout court. En tout cas en France, c'est le cas. C'est-à-dire que vous avez bon, alors en France, on a plusieurs ministères d'enseignement supérieur, puisqu'on a l'armée, on a toute une série on a beaucoup d'établissements qui ont des différentes tutelles, mais pour ce qui est des affaires de la culture, les écoles d'architecture, les écoles des beaux-arts, les conservatoires de musique, les conservatoires d'art dramatique sont sous la tutelle du ministère de la Culture. Évidemment, cela va avoir cette séparation a des effets. Premier effet, c'est qu'elle va cantonner la mission de l'université, la mission culturelle de l'université à une mission de médiation ou de valorisation de la culture scientifique et technique. Et ça va favoriser, en tout cas globalement, il y a toujours des contre-exemples, mais globalement, ça va favoriser une conception relativement théorique
de la culture plutôt qu'une vision à finalité pratique. Alors, il y a des finalités professionnelles, bien sûr. Les universités ont toutes développé des masters sur les métiers de la culture, mais les lieux de pratique culturelle, d'apprentissage des pratiques, ne vont pas se faire dans l'université. Et de l'autre côté de la frontière, du côté des écoles du ministère de la Culture, en tout cas en France, ça a affaibli, enfin plutôt ça a rendu inexistant le lien entre des écoles de formation pratique et la recherche. Et il y a tout un effort aujourd'hui en France, tout récent d'ailleurs, qui a moins d'1 an, de réforme des écoles du ministère de la Culture pour doter les écoles du ministère de la Culture de statuts équivalents au statut d'enseignant-chercheur, de développer le doctorat, de développer le professorat, de développer la thèse, etc. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire ces oppositions qui sont au fond assez dures et assez anciennes, on voit qu'en même temps, il y a une mobilisation de la culture dans les universités, et là, on comprend bien les dangers que l'on court. Rachel parlait tout à l'heure des dangers que je percevais. La médiation est une forme de danger. C'est une utilisation de l'art pour diffuser ou expliquer la science. L'enjeu réputationnel est un danger. J'en parlais tout à l'heure à propos des grandes universités américaines. Typiquement, quand le commissariat à l'énergie atomique invite des graffeurs ou des designers dans ses murs, qui sont cernés de barbelés en France, le commissariat à l'énergie atomique, on voit bien qu'il s'agit de dédramatiser. J'assistais récemment à une performance qui avait lieu dans mon établissement d'un artiste qui s'appelle Wilfried Wendling avec Hélène Bréchot, une chose que vous pouvez voir sur YouTube qui s'appelle Imaginarium, qui est une œuvre pour harpe, vidéo et électronique, qui est censée parler du temps. Et à un moment donné, on a la voix d'un éminent collègue, qui est le physicien Étienne Klein, un physicien et philosophe, qui parle du temps. Et en fait, est-ce que Étienne Klein nous éclaire sur le temps dans une œuvre avec de l'art, ou est-ce qu'au contraire, il nous met au fond face à un objet dont on ne pourra rien dire, sinon, comme dit, je crois, le Timée, que le temps passe. C'est-à-dire que, voilà, on a... je pourrais dire la même chose de travaux qu'on peut... Enfin, je pense à par exemple, si vous connaissez les mathématiques existentielles de Robert, ou un mathématicien économiste passe aux arts et se met à écrire des assertions philosophiques en dessous de formules mathématiques. Je pourrais prendre un autre exemple d'un scientifique passé comme ça aux arts. Je pense à un artiste marocain qui s'appelle Hicham Berrada, formation de chimiste, qui fait une espèce d'art in progress avec des produits chimiques, où là aussi on voit comment est-ce que la science ou le savoir scientifique va être utilisé pour produire une représentation artistique. Mais il n'y a pas de continuité entre les deux activités. Il n'y a pas de continuité. Et quand il y a eu dans l'histoire de l'art des continuités, c'est souvent des trucs bizarres. Si vous alliez à la Galerie Serpentine il y a quelques mois, vous voyez l'œuvre de l'artiste suisse Emma Kunst, qui a fait des dessins, des visionary drawings, qui utilise une imagination mathématique pour faire des dessins. On est tombé du côté du paranormal, en fait. Emma Kunst, c'est quelqu'un qui vendait une grotte miraculeuse en Suisse. Voilà, donc on voit que là, on est dans un lieu où il y a l'idée qu'il y a un imaginaire qui peut se construire à partir des pratiques scientifiques, qu'en quelque sorte, le langage scientifique peut faire preuve, et qu'ensuite, le langage artistique pourra faire d'autres sens et permettre d'autres sens avec la science. Et évidemment, cette façon de faire s'est trouvée renouvelée ou mise à l'épreuve avec le développement technologique en tant que tel. Je vais pas être, là aussi, je vais être très, très allusif, mais les institutions qui ont commencé à utiliser les technologies pour faire de l'art, par exemple, l'Experiment in Art and Technology, c'est aux États-Unis, 66, avec des artistes comme Rauschenberg et Whiteman, qui ont travaillé avec des ingénieurs. L'IRCAM en France, qui est une institution sur la recherche et la création musicale, a été créée en 69. En Allemagne de l'Ouest, Art Electronica a été créé en 79. Et ça s'est encore redéveloppé ces dernières années au MIT avec le Centre pour l'art, la science et la technologie. En France, on a près de Paris une institution qui s'appelle le Cube, le Centre d'art numérique. Et je ne parle que de ce que je connais.
Il y a évidemment toute une multitude de choses qui se sont déroulées. Les nouvelles technologies interviennent dans cette affaire avec la composition musicale assistée par machine learning, les technologies de visualisation ou d'apprentissage, l'utilisation des algorithmes, les technologies cognitives. Ce qui fait apparaître, et c'est une chose qui, à mon sens, doit être interrogée, ce qui fait apparaître une niche, soit de scientifiques passés dans le monde des arts, soit d'artistes professionnels du dialogue avec les scientifiques, un sous-genre qui est extrêmement important, puisque dans un contexte de concurrence dans les mondes de l'art, évidemment, tout sous-genre, en plus un sous-genre dans lequel il y a des méconnaissances métrologiques croisées, c'est-à-dire que les scientifiques ne savent pas très bien si les artistes à qui ils parlent sont de vrais bons artistes, les artistes ne savent pas non plus très bien si les scientifiques à qui ils parlent sont vraiment le futur prix Nobel de physique ou bien un physicien ou un biologiste qui a renoncé à sa carrière et qui est passé aux arts. Vous voyez, enfin, je suis un peu cruel, mais vous pouvez imaginer ce que ça peut donner. Donc on voit que ces hétérogénéités de métrologie et ces ignorances réciproques vont engendrer le meilleur ou le pire, mais vont certainement pas concourir, à mon sens, mais je suis décidé à avoir un propos provocateur, parce qu'il est déjà tard, certainement pas concourir à la coproduction de nouveaux régimes de connaissances à partir de cette rencontre. Alors j'en arrive à mon troisième point, parce que je regarde un petit peu ma montre, et que je ne veux pas qu'on soit trop tardif, qui est la question de comment est-ce qu'on peut envisager de fabriquer des lieux ou des dispositifs qui vont permettre de surmonter cette situation, c'est-à-dire une séparation. Quand on surmonte cette séparation, on la surmonte par un emprunt, en considérant qu'on peut emprunter aux sciences pour développer de l'imaginaire, ou alors on le fait, à des fins qui sont plus ou moins honnêtes. Vouloir que son université soit de très bonne réputation et s'accroche à un grand musée, c'est tout à fait respectable. Enfin, je veux dire, c'est pas le travail réputationnel, ça fait partie de notre job, hein, monsieur le recteur. Enfin, ça fait partie du travail auquel il faut qu'on se coltine. Mais c'est pas, quand on fait ça, il faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. On fait un travail réputationnel. Évidemment, on peut mettre du fond derrière, c'est ça l'objectif. Mais on se pose pas forcément les mêmes questions. Alors comment est-ce qu'on peut faire sans tomber dans tous ces pièges? J'ai évidemment pas la solution miraculeuse. Je pourrais juste dire les questions que je me pose aujourd'hui. Et à partir des réflexions qui sont venues avec ce projet de scène de recherche. La première question que je me suis posée, ou que nous sommes d'ailleurs posés collectivement, c'est comment est-ce qu'il faut réinterroger la distinction entre processus de découverte et processus de création. On voit bien qu'il y a des parentés, il y a la parenté de l'expérience, il peut y avoir la parenté des données, il y a aussi la parenté, après tout, des lecteurs, des spectateurs. Mais il y a toujours cette idée que l'artiste partirait d'une perception, d'un imaginaire, d'un état émotionnel, là où le scientifique lui partirait d'une démonstration. Et je pense que cette vision-là, c'est une vision romantique et moderniste de l'artiste. Enfin, moderniste au sens de l'ère moderne, si vous voulez, enfin, au sens de l'art moderne. Je suis allé récemment au musée d'art moderne de la ville de Paris, voir une très belle rétrospective d'un artiste dont on peut parler ici, puisque c'est un Européen, vraiment, Hans Hartung, allemand. Et Hans Hartung, quand on regarde du Hans Hartung, on voit, alors on est dans le régime de la perception et de l'état émotionnel, puisque c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie, y compris quand il était à deux doigts très très vieux, handicapé, il a continué à peindre en faisant des grands jets comme ça, qu'on peut appeler d'abstraction lyrique. Sauf que quand on regarde attentivement cette rétrospective, on s'aperçoit qu'il faisait des petites pièces sur une feuille plus petite que celle-là, qui étaient ses traits immédiats. Et après, il avait tout un système pour les reproduire en grand. Vous voyez que là, tout à coup, on se dit, mais c'est quoi cette question que l'artiste part de sa perception immédiate, de son intuition, etc. Alors qu'en fait, il y a tout un dispositif extrêmement compliqué qui fait qu'il va faire toute une série de tentatives, etc. Puis qu'il va en choisir certaines. Il va ensuite les reporter sur de grandes échelles. Il va les repeindre. Il y a des repeints, il y a des reprises, etc.
Alors, comment est-ce qu'on peut poser la question inverse, par exemple? Comment on peut poser la question inverse qui serait, est-ce que la création artistique peut faire avancer la recherche scientifique? Quand on est dans l'univers où je suis au quotidien, d'expliquer aux collègues qu'on va développer une scène de recherche, qu'on va faire travailler les scientifiques et les artistes, et que j'esquisse que ça puisse être éventuellement un lieu dans lequel la création artistique peut travailler à produire avec les sciences des régimes de connaissances, là la réponse est tout de suite non. C'est-à-dire que les logiques internes sont irréductibles, tout repose sur le postulat que les sciences peuvent nourrir la création artistique, mais évidemment l'inverse n'est absolument pas imaginable. C'est-à-dire que la science n'a pas d'imaginaire, la science n'a pas d'affect, la science n'a pas de représentation, enfin, comme chacun sait, hein, parce que quand on pilote après ces établissements, on s'aperçoit qu'on fait essentiellement du micromanagement RH avec des tas de problèmes psychologiques. Donc on s'aperçoit que les collègues, y compris des sciences dures, ont des affects, qu'ils sont malheureux, qu'ils ont des représentations, qu'ils ont des imaginaires. Voilà, mais on peut pas le... Voilà. Donc, il y a une dimension imaginaire de l'activité scientifique, qui est évidemment une activité rationnelle et technique, mais cette dimension imaginaire n'est pas assumée, elle est même combattue, elle est méconnue, et sa fonction, son travail, son effet sur le travail scientifique est évidemment peu étudié. Par exemple, je me souviens d'avoir inauguré, dans le cadre de mon établissement, un équipement de recherche qui était un mur d'images. Et on appelle le mur d'image mur immersif, c'était pour des mathématiciens, ça leur permettait de représenter leurs algorithmes sur une grande galette de verre qui est grande comme ce mur, et ils l'avaient fait soigneusement encadré d'un bandeau noir, exactement comme un tableau. Et je demande au professeur de mathématiques qui est là, je dis c'est quand même marrant parce que finalement tu as fait un cadre autour, qu'est-ce que ça emporte comme convention de replacer, enfin c'était comme oui c'est le radeau de la Méduse quoi, c'est au Louvre un grand truc comme ça, voilà. Son mur d'image c'est le radeau de la Méduse, sauf qu'on pouvait le toucher, on pouvait grandir, etc. Mais il n'y a aucun lieu où les conventions graphiques peuvent être interrogées. On verrait si on avait le temps que les conventions graphiques vont être au cœur de tous les régimes de controverse sur la fraude, en biologie par exemple, sur la question de le PDF a été retouché, le PDF a été gratté, la migration des protéines, avant on avait le droit de les gratter, maintenant on peut plus les gratter, on a des plaques, enfin je veux dire, vous lisez les sites PubPeer, c'est plein de contestations de publications sur la base justement de ce travail de représentation, de mise en forme, etc. On avait fait travailler des élèves de l'école normale supérieure de Cachan, du département design. On les avait fait travailler avec les biologistes et l'Institut Pasteur sur la représentation des virus, et notamment sur la représentation des rétrovirus. Et en fait, ils avaient proposé des objets plastiques. Et c'était très intéressant. Ils avaient trouvé, quand même, les biologistes avaient trouvé ça très intéressant. Ils avaient dit, c'est marrant, ça nous permet de penser des choses auxquelles on n'arrivait pas à penser avant, parce qu'on les retourne, on les touche, on les voit, vous savez, comme ces petites représentations qu'on avait dans nos salles de classe avec les molécules de carbone qu'on accroche sur les... J'ai toujours interrogé les chimistes sur les effets que ça avait de cette donnée, ce type d'objet. Voilà, donc c'est des choses qui sont très difficiles à installer durablement comme objet de réflexion et comme objet de travail. Donc c'est un peu l'objectif que l'on s'est fixé avec un lieu qui... alors après, ce qu'on a fabriqué est assez simple, hein, c'est une scène, c'est un plateau un peu particulier, c'est une grande boîte noire, 15 mètres sur 15 mètres sur 15 mètres, dont il a fallu établir la légitimité, ce qui n'est pas encore totalement gagné, ça coûte un peu de sous, tout ça, y compris en fonctionnement. Donc il faut le traiter comme un laboratoire de recherche. C'est-à-dire très intéressant, parce qu'à partir du moment où j'ai dit aux collègues, non, mais c'est pas un objet, c'est pas la danseuse du président de l'école, ou c'est pas la danseuse de l'université qui voudrait avoir un truc culturel, c'est une entité de recherche. C'est une unité mixte de service, comme on dit dans notre jargon français. Voilà. À partir de là, déjà, les choses se simplifient. On dit, ah bon, voilà. Donc, voilà ce qu'on a souhaité faire. Évidemment, ça doit être consolidé institutionnellement, parce que ce type d'objet est à la merci des individus qui s'engagent, et les individus qui s'engagent sont nos meilleurs alliés, mais ce sont aussi nos plus grands dangers. D'abord parce qu'ils peuvent disparaître du jour au lendemain, ils peuvent partir, donc tout ce qui est personne dépendant est fragile. Et puis, on a besoin d'une garantie quant à la qualité des acteurs qui vont s'engager, qu'ils soient artistiques ou scientifiques. Et ça, ce sont des milieux professionnels. Il faut des curateurs, il
Il faut de vrais curators. C'est pas un universitaire collègue qui se passionne pour les arts qui devient curateur d'art contemporain. C'est pas vrai, si on parle d'art contemporain, par exemple. Ça n'est pas vrai. Donc il faut accepter de faire entrer, il faut avoir des conseils scientifiques et des conseils artistiques. Il faut avoir des professions qui s'engagent. Ce sur quoi nous avons travaillé très simplement, pour en dire quelques mots, c'est par exemple la mise en place de binômes artistes-chercheurs qui réunissent un auteur de théâtre, un plasticien, un musicien et un scientifique. Ils disposent d'un certain temps, ils doivent rendre compte et écrire un produit, et ensuite c'est systématiquement adossé à un laboratoire du CNRS, en l'occurrence, et ensuite ça donne lieu à une représentation sur scène. Les thématiques, on en parlait tout à l'heure, des thématiques, là j'ai pris le programme sous les yeux, c'est par exemple qu'est-ce que c'est que de traduire corporellement la question du publish or perish. C'est une question, voilà. Qu'est-ce que c'est que, autre programme que je pourrais citer, c'est le programme Planète B. Donc, il y a un livre de Naomi Klein qui vient de sortir, c'est une essayiste canadienne qui s'appelle Planète B, où elle explique évidemment qu'on est à la... Évidemment, il n'y a pas de planète B. Enfin, l'idée, c'est qu'on a épuisé la ressource de la planète A et puis il n'y a pas de planète B. Donc, il faut faire travailler là des biologistes d'AgroParisTech, enfin, on travaille avec AgroParisTech dans le cadre de Paris-Saclay, et des artistes sur la question des dystopies, des relations de nature. Voilà. Donc je ne vais pas vous développer tout le programme, j'aurai évidemment un grand plaisir à le communiquer quand les choses se présenteront, mais on a évidemment, ça suppose d'avoir une compagnie en résidence au minimum dans l'établissement, qui s'installe à demeure pendant quelques temps dans un laboratoire. Donc on a eu une compagnie de théâtre qui s'est installée dans un laboratoire de mécanique, et qui y est allé en disant, moi ce que j'aimerais c'est avoir de nouveaux agrès, donc, parce qu'il y a tout un enjeu d'installation du circassien, donc ça m'intéresse ce que vous faites, etc. Donc évidemment ça crée des dispositifs d'enrôlement. On dit, ah oui, si on peut faire quelque chose dans les nouveaux agrès, on va voir ce qu'on peut. Et ça produit toute une série de rencontres. Institutionnalisation, donc pour, je dirais, donner une force à ces dispositifs, mais aussi protocole. C'est pourquoi quand je dis protocole, je veux dire par là le protocole du binôme, le protocole également du travail en symétrie, pour surmonter la symétrie entre les disciplines et les langages. Considérer, par exemple, que le travail d'artiste, au sens pragmatique, c'est un travail d'enquête. Et que l'art, c'est pas seulement une belle forme, et on sait depuis quand même Duchamp et compagnie que ça peut être tout à fait autre chose qu'une belle forme, mais l'art et l'artiste est quelqu'un qui peut instruire une enquête. Et évidemment, il a aussi une autre utilité, c'est qu'il faut quand même expliquer aux scientifiques qu'on ne peut plus simplement se positionner sur le mode il nous faut des arts et de la culture, il nous faut de la médiation, il nous faut des institutions pour expliquer ce que fait l'université, il faudrait que tous les gens qui nous regardent et qui nous financent ou qui viennent nous faire des études sachent ce qu'on fait. On est quand même dans un univers où on ne peut pas laisser quelques experts ou quelques dispositifs expliquer la bonne parole à la société globale. Je pourrais dire d'un mot un peu brutal, depuis que Ulrich Beck a publié en 1986 Risikogesellschaft, la société du risque, on sait qu'il ne faut pas laisser les experts s'occuper des grandes questions scientifiques. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut construire des lieux, il faut construire des forums hybrides, il faut construire des lieux de discussion, il faut construire des lieux de controverse. Et les artistes, ils ont cette qualité, c'est qu'ils ont une qualité, si ce sont de bons artistes, ils peuvent construire une enquête et la mener, et ils peuvent la mettre en forme. Ce sont des professionnels de la mise en forme. Enfin, en tout cas, c'est... Ouais. Donc voilà un petit peu les sujets sur lesquels, les protocoles sur lesquels on s'efforce de travailler, la création d'un lieu qui est aussi la création d'un dispositif qui doit créer des intersections, qui doit être un lieu physique où les artistes et les scientifiques se rencontrent, et pas seulement sur l'usage de quelques technologies par les artistes. C'est ça le grand problème de ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est qu'on va développer partout des projets arts et sciences, on va développer partout des projets culture université, on va mettre partout des plateformes immersives, on va mettre partout, mais on va être dans un risque qu'on se contente de mobiliser des technologies pour les artistes.
Il faut rompre la question de rapports, je dirais, verticaux entre sciences et art pour instaurer des rapports horizontaux. Alors moi, je me suis inspiré, on se nourrit de ce qu'on trouve, hein, et on se nourrit des rencontres, etc. Moi, la rencontre qui a été décisive sur cette question-là, quand j'étais bloqué, pour savoir comment faire et que faire, c'est une petite chose qui existe en France qui s'appelle les nouveaux commanditaires. Nouveau commanditaire, ça a été inventé par un artiste et un critique, notamment un critique qui s'appelle Xavier Deroux, qui est maintenant décédé, mais qui a fondé aussi un très beau musée à Dijon, que je vous recommande, qui s'appelle le Consortium, et qui avait défini qui avait décidé que l'on pourrait définir un protocole par lequel la société peut adresser aux artistes des commandes, et il y a un médiateur au milieu qui va aider à reformuler la demande de celui qui veut acheter une œuvre d'art et qui va faire le lien et qui va choisir l'artiste et qui va les mettre en relation. Il choisit l'artiste parce qu'il connaît les artistes, lui. C'est un professionnel du monde de l'art. Hein, je dis souvent à mes amis physiciens, je dis, moi, si je choisis comme ça, au hasard, dans l'annuaire de la société de physique, un gars et que je te dis, on va recruter celui-là, tu vas me dire que je suis tombé sur la tête. Mais toi, tu vas dans Paris et tu reviens et tu me dis, pour le 1% artistique de l'école, j'ai vu une super sculpture, et ça c'est en vrai que je vous raconte, j'ai vu une super sculpture à tel endroit, il faudrait qu'on l'achète. C'est ça normal. Et, le discernement, ça devrait fonctionner dans les deux sens. Donc j'ai été très inspiré par le protocole des nouveaux commanditaires, qui propose au fond un travail de médiation qui n'est pas un travail d'interface ou de synthèse. Le travail d'interface ou de synthèse, Bruno Latour, dans un propos qu'il tenait sur la conférence climatique, il disait que l'expert, c'est celui qui va jouer un rôle d'intermédiaire, c'est-à-dire en fait qui va dissimuler la complexité du problème. C'est-à-dire qu'il prend vous prenez 5000 climatologues, et l'expert, il va aller voir le politique et il dit il ne faut pas dépasser 2 degrés. Formidable, je veux dire, en même temps, après on les dépasse. Et il dit, donc, comment est-ce que on doit constituer des lieux de rencontre art-science qui ne soient pas ça? C'est-à-dire qui ne soient pas des lieux dans lesquels on va faire obstacle à la rencontre entre la multiplicité des voies scientifiques et la multiplicité des voies artistiques. C'est pour ça que j'ai proposé, je vais m'arrêter là, la notion de composition plutôt que de médiation. Je pense que c'est ça qui est en jeu dans la rencontre entre art et sciences. Alors, je termine. Il faut placer l'art au cœur des universités, parce que je crois qu'il faut confronter les artistes aux acteurs de la recherche. Il faut appeler les artistes, et les artistes les plus puissants, il faut les appeler à l'intérieur des universités. Il faut prendre conscience des causes philosophiques, intellectuelles, politiques, sociales d'une séparation entre les opérations artistiques et les opérations scientifiques, mais il faut les surmonter. Pourquoi est-ce que l'art nous sera utile en tant qu'universitaire? Peut-être parce que l'art est un peu en avance. Alors pourquoi est-ce que cette idée que l'art est un peu en avance? Je suis un peu embêté avec cette idée parce que, d'une certaine manière, je pense que l'art est un peu en avance parce que l'art va parfois plus vite que les institutions. Et que un bon artiste, c'est quelqu'un qui peut inventer une procédure par laquelle il va explorer par son enquête une alternative qui pourra être ensuite utilisée ou reproduite par d'autres. Alors, je suis un peu embêté parce que je me dis que, après tout, je ne suis pas un artiste et je suis encore victime d'une vieille lune qui est la croyance dans l'art. Hein, et la croyance dans l'art, c'est de se dire je vais mettre de l'art et puis ça va produire quelque chose. Voilà, c'est un truc très performatif qui est que peut-être on a du mal à démystifier l'art. Et pourquoi est-ce qu'au fond on a choisi une scène plutôt qu'un musée, mais on aurait pu choisir un musée. On n'avait pas de collection, mais je vais quand même terminer sur une fin, contrairement à vous, mais je vais quand même terminer sur une conclusion qui n'est pas qu'une pirouette rhétorique. Je pense que la théâtralité est ce qui manque le plus à la science, et notamment à la recherche scientifique. La théâtralité, le mélange entre la théâtralité de la preuve et la qualité du raisonnement n'est pas assumé ou n'est pas vécu comme tel. Or, je pense que le plateau, enfin c'est l'idée qu'on s'est donnée, hein, c'est que le plateau va mettre tout le monde à l'épreuve, que c'est pas seulement un lieu de représentation, mais comme je l'ai dit, ça peut être un lieu de composition. Voilà, je m'arrête là. Merci Pierre-Paul Zaliot pour
cet exposé extrêmement clair et qui respecte aussi parfaitement le timing et qui ouvre effectivement un tas de questions sur lesquelles je vous propose de revenir dans un instant. Et je vais donc demander immédiatement à notre premier vice-recteur, Jean Ouinan, peut-être de réagir à ce qui vient d'être dit, mais aussi peut-être de nous préciser s'il s'agit d'une option pour l'Université de Liège de s'engager dans une politique culturelle. Comment cela est-il envisagé plus exactement? Quelles sont les ambitions majeures, les enjeux principaux qui y sont perçus? On pense bien sûr à la politique muséale dont on a déjà parlé ces derniers jours, mais je vous laisse le soin, Monsieur le Premier vice-recteur, je vous passe le micro d'y répondre. Merci Rachel. D'abord, merci pour votre intervention. Il était temps d'ailleurs qu'elle s'arrête parce que j'ai l'habitude de prendre note sur des tickets de caisse. Et donc, tout ce que j'avais trouvé ici, c'était le restaurant le jour, j'avais invité 3 personnes, mais nous avons tous pris la même chose et nous avons tous bu la même chose, donc le ticket est un peu court. Donc, il était temps que ça s'arrête. Mais donc, blague à part, je suppose que j'ai un peu plus que 3 minutes quand même, Rachel. Quelques réactions sur quelques mots-clés que j'ai notés comme ça durant la conférence ou l'exposé, pour dire je ne serais peut-être pas si pessimiste ou en tout cas je n'aurais pas un jugement aussi catégorique et aussi tranché sur la séparation qu'il y a entre les deux domaines, le domaine scientifique et le domaine artistique. Et j'en veux peut-être pour preuve certaines choses qui se passent dans d'autres pays et même hors Europe. Une anecdote, par exemple, me revient, mais ce n'est malheureusement pas une anecdote, c'est un peu plus profond que ça. C'est une décision que le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, a voulu prendre il y a 6-7 ans d'ici, quand il avait proposé rien de moins que de supprimer les départements de sciences sociales, voire même les facultés de sciences sociales et de philosophie et lettres. L'argumentaire qui était là derrière, c'était que dans la situation économique de crise dans laquelle nous sommes, il fallait concentrer tous les moyens pour favoriser autant que faire se peut la production économique. Bon, 2 types de réactions à cela. Alors le premier, attendu, plaidoyer pro domo, évidemment, de tous les acteurs de la culture et des sciences humaines, criant au scandale, etc. Bon, on n'est pas obligé de les croire. Mais en revanche, ce qui donne quand même un peu d'espoir, et ça a quand même forcé le gouvernement à faire marche arrière, ce sont les patrons de grosses entreprises, et notamment d'entreprises technologiques, qui ont dit, ben oui, bien sûr, nous avons besoin d'ingénieurs, mais nous avons besoin d'ingénieurs créatifs. Et donc, allant même au-delà de la formation des sciences humaines, des ingénieurs qui n'auraient pas été frottés de quelque manière qu'ils soient à l'art, mais de manière pratique, donc des types qui ont fait de la peinture, des types qui ont fait de la musique, etc. Eh bien, si vous nous formatez, c'est pas comme ça que c'était exprimé, mais on peut traduire un petit peu, si vous nous formatez des ingénieurs qui sont extrêmement brillants dans toutes les techniques de l'ingénieur, on a parlé de la mathématique tout à l'heure, eh bien, ça ne fait pas de notre affaire. Et j'ai trouvé que ce discours qui était porté par les plus hauts responsables de la grosse industrie japonaise, hein, qui a vraiment pour tâche d'être un moteur pour le pays, et notamment à l'exportation, j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose de rassurant. Le deuxième point aussi que je voudrais peut-être souligner, c'est 2 étiquettes qui me sont venues à l'esprit, une en Allemagne et l'une aux États-Unis. Aux États-Unis, ce qu'on appelle les liberal arts, et en Allemagne, ce qu'on a jadis, peut-être un peu moins maintenant, appelé le système humboldtien de l'éducation. Et ça m'amène à une distinction qu'il faut peut-être faire entre, d'une part, l'art comme pratique de ou dans la science et l'art comme intégré dans un enseignement universitaire. Ce ne sont pas 2 choses qui vont nécessairement ensemble, elles peuvent bien sûr se compléter, mais c'est quand même un peu différent. Donc, si j'ai bien compris le projet que vous développez ici, c'est un projet qui est quand même parallèle, si je comprends bien, au cursus des étudiants. Et ce serait par exemple une de mes questions, c'est savoir, pour ce projet par exemple que vous développez, quelle est la position des étudiants? Est-ce qu'il y a un enthousiasme? Comment le staff se comporte-t-il à ça? Est-ce qu'il vous regarde en bête curieuse? Ou bien est-ce qu'il y a un grand souffle comme ça que vous avez su inspirer? Donc ça, c'est un peu une question générale qu'on voudrait poser. Mais je reviens sur mes liberal arts et sur l'enseignement humboldtien. C'est quand même cette idée que cette rupture ou cette fracture
qu'on peut imaginer entre un enseignement purement scientifique et un enseignement où l'art de manière très très générale, parce que là, ce n'est pas que l'art plastique, évidemment, on pourrait parler de la littérature et de la musique, font partie intégrante de la formation. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui m'avait frappé. Ce qui me frappe aussi, c'est quand vous avez dit, mais vous n'y croyez pas vous-même, évidemment, que non, ben, il n'y a pas de problème. Que les scientifiques dans des sciences dures, vous avez épinglé les physiciens, mais ils le méritent bien, que bien sûr que ces gens-là avaient des affects, etc. Ce qui serait intéressant, c'est de mettre en avant le rôle de la métaphore, par exemple, dans le processus de découverte scientifique. Donc, je crois que beaucoup de découvertes ont été faites, ou en tout cas ont été stimulées. Je ne dis pas que c'était ça, évidemment, la solution, mais tous ceux qui s'occupent un peu de sémiotique visuelle, ceux qui s'occupent de rhétorique, peuvent voir comment, dans le raisonnement scientifique, par le biais de métaphores qui ne sont pas tout à fait justes, quand on parle de courant électrique, il n'y a pas de courant, évidemment, mais ce sont des métaphores qui aident à stimuler l'imagination et à peut-être formuler un certain nombre d'hypothèses. Donc ça, je pense que ça pourrait aussi être intéressant. Et j'ai pensé aussi, au XVIIe ou XVIIIe siècle, mais je vois Karl Avlanche ici, que je salue en face de moi, il sait ça mieux que moi, mais on a eu à un moment donné des théâtres scientifiques. Donc il y avait quand même cette idée que la science pouvait être d'une certaine manière théâtralisée. Je pense par exemple à certains théâtres médicaux. Donc voilà un certain nombre de réflexions comme ça qui me sont venues à l'esprit. Je vous laisse réagir. Oui, si vous voulez, bien sûr. Non, mais sur l'opposition moins tranchée, là, je bien sûr, j'ai dit tout de suite que j'aurais un propos un peu volontairement polémique pour ouvrir la discussion. Sur les patrons de grandes entreprises japonais qui défendent l'art, qui défendent l'idée qu'il faut des sciences humaines et sociales, pas seulement d'ailleurs, hein, qu'il faut y ait des sciences humaines et sociales. Comment dire, je pense que c'est un des sujets que se pose naturellement dans un tissu industriel qui est dominé ou dans lequel les industries créatives ont un très grand rôle à jouer, ou par exemple savoir si c'est la Corée, la Chine ou le Japon qui va mener la danse dans les industries créatives, que ce soit des industries de contenu ou des industries. Ces questions-là sont clairement présentes à l'esprit de ces responsables économiques, et et tant mieux. Je pense aussi qu'il y a, malgré tout, la diffusion de modèles d'apprentissage de la créativité qui sont eux-mêmes modélisés, auxquels ne pensent pas forcément ces patrons quand ils s'expriment, mais auxquels vont penser les écoles d'ingénieurs ou les écoles ou les universités qui vont les mettre en place. On sait, par exemple, pour ne prendre qu'un mot-clé, que le design thinking participe d'une technologie pédagogique de l'apprentissage de l'innovation, un apprentissage du projet. Donc, il y a un peu les deux volets, c'est-à-dire que dans cet appel, de même que, je parlais tout à l'heure avec un collègue avec lequel j'avais des souvenirs shanghaïens, il s'en souvient probablement de l'installation de NYU à Shanghai. New York University s'est développé à Shanghai de manière considérable. Ils ont construit un campus universitaire à part entière à Pudong. Ils font venir à très grands frais j'ai un collègue et ami metteur en scène qui a fait un triomphe à Avignon et qui a passé 6 mois à enseigner à des élèves ingénieurs et scientifiques chinois le théâtre occidental. Avec au fond, à la fin du semestre, un sentiment mitigé de se demander si on n'a pas simplement été un peu instrumentalisé. C'est un cours d'ouverture et ça participe du prestige de l'université NYU en collaboration avec l'université à Shanghai de mettre des artistes de premier plan dans leur formation tournée vers un certain nombre d'étudiants américains et chinois. Voilà, donc je suis un peu partagé sur ça, mais en même temps, c'est une façon de défendre un peu la position que j'ai à l'esprit. Sur la position des étudiants, c'est très compliqué parce que l'intériorisation, tout ça, ça suppose des décloisonnements disciplinaires. Et la première préoccupation, malheureusement, des étudiants, c'est les emplois du temps, c'est pas avoir plus d'activités. La première préoccupation des collègues, c'est est-ce que
il y aura bien le cours macroéconomie 1, puis après macroéconomie 2, qu'il faudrait qu'il y ait le temps d'avoir macroéconomie 3, voire, voilà, etc. Et je dis, si on remplaçait macroéconomie 2 par autre chose, ah non, c'est pas possible, etc. Et je pourrais dire la même chose sur la physique quantique, sur la biologie, ceci, cela. Donc, et en plus, moi, je parle d'un établissement où les étudiants ont la tête farcie, hein, une sorte de classe préparatoire, ils ont été dans les 150 ou 200 premiers de tous les concours des grandes écoles françaises, donc c'est quand même des cerveaux déjà bien, voilà. Et l'idée de déplacer, de décloisonner, était très difficile à faire admettre aux collègues, pas si simple non plus à faire admettre aux étudiants. D'autant plus, et ça c'est une des difficultés auxquelles on se heurte, c'est que les étudiants ont leur propre conception de ce qu'est une activité culturelle et artistique qui est la leur à eux, enfin qui est celle qu'ils ont tendance à penser que c'est pas des adultes prescripteurs qui vont leur voilà. Donc il faut trouver un chemin évidemment entre guillemets l'outil dont on peut disposer un chef d'établissement, c'est d'inscrire dans les maquettes un certain nombre d'enseignements, de les faire en sorte que ce soit validé, de convaincre les académiques que ça peut être validé au même titre qu'un cours d'ouverture, etc. Et c'est comme ça qu'on peut que progressivement on avance les choses. Voilà. J'ai pas de réponse sur le rôle de la métaphore dans le raisonnement scientifique parce que c'est exactement au fond c'est ce que vous dites là et s'inscrit complètement dans ce que je pensais ou dans ce à quoi je pense, mais de façon moins précise que vous, hein, mais sur ce qu'est l'imaginaire scientifique, qu'est la contribution de l'imaginaire scientifique à la création, les conventions de représentation, les figures. Quand je vous ai posé la question sur les étudiants, c'est parce que c'est un problème auquel j'ai moi-même été confronté quand, dans une vie un peu antérieure, j'étais doyen de la faculté de philosophie et lettres. J'ai voulu à un moment donné décloisonner l'enseignement qui était quand même très en silo, quoi, et donc d'introduire des majeurs et des mineurs. Et donc l'idée, c'était quand même d'avoir un certain brassage. Et j'ai rencontré là 3 types d'obstacles. Les étudiants, les parents et les enseignants. Ça fait beaucoup. Mais ça fait beaucoup. Bon, mais le type d'argument qui était là, qui était quand même très très étonnant, mais qu'on peut comprendre d'une certaine manière, c'est moi je suis entré, par exemple, et on pourrait étendre ça à toutes les facultés, je suis entré pour faire de la chimie, et donc vous savez qu'un programme maintenant dans le système Bologne, c'est 60 CTS. Et donc, si vous me retirez 4 CTS pour faire autre chose, je vais être un moins bon chimiste. C'est ça le raisonnement. Et donc, dans une société qui est absolument obnubilée par l'employabilité, et les parents sont là en relais derrière, évidemment, mais nous n'inscrivons pas notre fils ou notre fille dans votre établissement pour qu'il aille faire une activité artistique s'il a choisi de faire de la chimie. Et puis alors, le 3e obstacle, c'est celui que vous avez signalé tout à l'heure, c'est tout ce qui est de la reconnaissance symbolique, évidemment, du territoire des collègues, parce que non seulement vous ne pouvez pas toucher à un cours, mais vous ne pouvez même pas en réduire son importance en disant, écoute, c'était 4 CTS, maintenant ce sera 3. Donc voilà, donc ce sont des problèmes qui sont extrêmement partagés, mais ça montre aussi, peut-être, ça fait peut-être, on peut mieux peut-être cerner la question de savoir où doit se situer en fait notre activité. Donc c'est un peu ça que j'essayais de dire quand je vous demandais, est-ce que finalement cette hybridation, cette pollinisation croisée entre les deux domaines doit se faire vraiment dans le cadre de filières d'études et d'enseignement, ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on fait bien sûr à l'intérieur de l'université, mais dans un autre endroit, dans un autre lieu, avec un autre type de spécificité. C'est peut-être un peu plus libre, mais on va toucher moins de monde aussi. Donc si l'ambition, par exemple, de l'université, c'est de dire, moi je ne souhaite pas que quelqu'un sorte de mon université et soit complètement inculte, et j'ai écrit il y a 2 ans d'ici un petit ouvrage dont le sous-titre était l'université, un plaidoyer pour l'université de la culture, donc c'était quand même un peu ça aussi. Donc moi je pense que l'université, ce n'est pas que former des techniciens aussi brillants soient-ils. Or, on doit avoir le courage de reconnaître aujourd'hui que nous formons par exemple des chirurgiens extraordinaires à qui je confierais ma vie sans aucun problème, mais en dehors de ça, ce sont des crétins finis. Et je trouve que là, je m'excuse, c'est pas une généralité, mais je trouve que là, il y a un problème. Et ça va dans les deux sens. Quand nous formons des diplômés en philosophie et lettres ou dans les sciences humaines de manière générale qui n'ont aucune information sur ce qui se passe dans le domaine des sciences exactes et qui sont parfois, parce qu'ils sont philosophes ou parce qu'ils sont sociologues, amenés à porter des jugements, je crois qu'on est vite mis en danger de dire de grosses bêtises aussi.
Donc, avoir cette espèce de décloisonnement entre les disciplines et rétablir de la transversalité, et là, on est en dehors de l'art et de la culture stricto sensu, mais c'est quand même un brassage, disons, des connaissances, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à porter aujourd'hui, vraiment à convaincre les collègues et les étudiants. C'est vraiment très, très difficile. Alors, c'est vrai que, enfin, bon, là, je suis à la tête d'un établissement qui a un tout petit peu moins de contraintes que celles que vous avez énoncées, notamment parce que les élèves, ils sont protégés, la notion de durée d'études, et du coup, se détend, et puis, typiquement, on met en face de leurs privilèges l'idée qu'ils doivent faire chaque année l'équivalent de 75 de CTS et pas 60. C'est-à-dire qu'on considère que ça fait partie, compte tenu de tous les avantages qu'on consent l'État pour eux, ils sont rémunérés pour 4 ans, ils ont souvent 75% des financements de thèse après, enfin bon, c'est un monde un peu particulier, les écoles normales, donc c'est vrai que c'est... Voilà, non mais sûrement, mais je veux dire, c'est un monde un peu particulier, au sens où quand même ils sont très protégés. Et donc, en étant très protégés, on peut leur demander, et on a moins la pression des parents. Parce que les parents sont aussi, un peu moins la pression des parents. En revanche, voilà, mais en revanche, ceux qui s'opposent et pour aller dans votre sens, mais sur un autre registre, j'ai le cas, mais là je suis plus dans le domaine arts et sciences, je suis dans le domaine sciences et humanité, ou frontières sciences et humanité, où un jeune chimiste fait un travail extrêmement brillant en étude des matériaux anciens, parce que dans le cadre d'un synchrotron, il travaille sur un dispositif qui permet de faire de la datation, etc. Et donc il a la possibilité de faire une thèse au croisement entre l'histoire de l'art et la chimie, et il dit, ah mais non, parce qu'après, où est-ce que j'aurai un poste? Parce qu'il y a bien des cases à la fin, et que la case à la fin, ça sera, je serai chimiste, et il faut donc surtout ne pas quitter le cœur de la discipline. Et évidemment, moi je considère que notre devoir, quand on est à la tête d'un établissement, où en plus on a des étudiants plutôt favorisés, hein, je dis bien, je dis d'où je parle, comme on dit, hein, on doit les inciter à la prise de risque. Voilà. Si on ne les incite pas à la prise de risque, ensuite, on est quand même sur un régime où ils peuvent valoriser les activités, les pratiques artistiques dans leur cursus, les valoriser au sens de l'ECTS, etc. Mais parmi d'autres activités, ils peuvent valoriser ces activités-là, comme ils peuvent valoriser des activités associatives ou des activités dans une autre discipline. Enfin, il y a toute une combinatoire des activités. L'idée étant de les enrôler dans un dispositif qui, s'il est attractif, va les attirer. J'ajoute une dernière chose, c'est que j'étais quand même confronté à ce qu'est la culture cultivée ordinaire d'un étudiant très bien formé dans les pratiques amateurs. Et je me souviens, il m'avait invité très gentiment les élèves de l'école la première année, ou spectacle de fin d'année, si on peut dire, où ils avaient représenté, alors il y avait pas mal de bons musiciens, ils avaient fait un petit orchestre, ils avaient fait un petit opéra de la flûte enchantée, c'était plutôt bien fait, enfin, c'était plutôt pas mal. Bon, mais ils savaient pas faire le noir. Quand on fait du théâtre, c'est bien de savoir faire le noir. Il y a un bout du décor qui est tombé, il y a un truc. Et j'aurais dit, écoutez, vous avez le droit d'être bon, vous avez le droit d'être mauvais, mais vous devez avoir un niveau d'exigence. Et d'une certaine façon, aussi les confronter à des artistes et à les mettre sur le plateau avec des artistes, que ce soit des plasticiens ou des musiciens. Vous avez évoqué la musique, bien sûr des musiciens. Je n'ai pas évoqué la littérature, mais le théâtre, c'est un exercice d'écriture, donc d'une certaine manière, s'il y a cette dimension-là, on n'est pas encore allé jusque-là, mais dans les binômes artistes, scientifiques, il y a à terme un exercice de l'écriture. Ça oblige à un certain nombre d'exigences. Et ça, je pense que c'est un travail, en tout cas, auquel moi je ne renoncerai pas, c'est-à-dire de convoquer les étudiants jusque dans leur désir personnel d'activités para-universitaires dans le périmètre de l'université, c'est-à-dire tout ce qui relève des activités d'étudiants, de les convoquer à une parole qui est de dire vous devez avoir un niveau d'exigence vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous faites. Je vais prendre la parole sans micro pour le moment. Je vous laisse, monsieur le premier directeur, puisque dans la mesure où il me semble que M. Zalio a répondu à vos questions, je me permettrai d'insister sur la question que je vous ai adressée concernant la politique culturelle à l'Université de Liège, et voir si vous pouvez nous en dire quelques mots, avant bien sûr d'assumer aussi le côté théâtralisé de nos interventions, en particulier des vôtres, et de franchir le 4e mur pour ensuite donner la parole à la salle. Donc, si vous voulez bien, en quelques minutes. Ça tombe toujours. Bon, ce n'est plus vraiment un scoop. Hein. Donc, vous savez, depuis une grosse année maintenant, je
quand j'ai pris mes fonctions ici au rectorat, j'ai commencé à mener une réflexion assez générale sur la politique culturelle de l'université, et je suis parti d'un constat assez simple, c'est que nous avons énormément de collections dans cette université qui sont réparties pratiquement sur les 4 campus de l'université. C'est aussi une de nos caractéristiques, c'est que le campus est écartelé entre le campus que nous avons ici au centre-ville, mais un autre campus, le plus important pour l'instant en nombre de facultés, est à une dizaine de kilomètres. Mais nous avons aussi un campus qui finalement est plus près de Bruxelles que de Liège, et encore un petit campus à Arlon, c'est-à-dire pratiquement à la frontière luxembourgeoise et la frontière française. Donc on a un campus qui est extrêmement éclaté, et ce campus, donc, et l'université, pardon, regorge de collections dont, sauf peut-être une ou deux, ont comme des dénominateurs principaux d'avoir été constitués pour aider à l'enseignement et la recherche. Donc ce sont à proprement parler des collections scientifiques. Donc on parle d'embryons dans des bocaux, on parle d'herbiers, on parle d'insectes, on parle d'instruments scientifiques, on parle d'artefacts archéologiques. Et à côté de ça, nous avons également des collections qui sont alors plutôt dans le domaine culturel au sens où on l'entend généralement. Donc ça, c'était le premier constat, une énorme dispersion. Deuxième constat, un état d'inventaire très variable, et en tout cas non abouti et non achevé, un état de conservation lui aussi extrêmement problématique dans certains cas, certaines pièces devant d'ailleurs normalement subir d'importantes opérations de restauration, et un problème d'accessibilité aussi. Ce que vous entendez ici, ce sont les baptêmes des étudiants, pour ceux donc, qui ne sont pas liégeois, mais c'est la saison, et ils ont de la chance, il ne pleut pas, encore qu'il me semble qu'un vrai baptême, il faut qu'il y ait de la boue et de l'eau quand même, autrement ça ne compte pas. Mais donc c'est ça que vous entendez pour l'instant par les fenêtres. Donc je reprends mon exposé. Problème donc de conservation, problème d'accessibilité aussi pour le public, et surtout des collections qui finalement ne sont plus du tout utilisées et vues par ceux pour lesquels elles avaient d'abord été constituées, c'est-à-dire le staff, les enseignants et les chercheurs d'une part, et aussi les étudiants. Donc ça, je pense que c'était quand même pour moi un très grand point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça? Et donc l'idée m'est venue progressivement non pas de fédérer tout ça dans un sens où on aurait rassemblé tout ça en une seule entité administrative, c'était pas ça l'idée, mais c'était quand même de pouvoir montrer au public, et le public c'est aussi bien le public intramuros de l'université que le grand public, ce que nous faisions, comment nous le faisions, et d'associer à cela, à cette partie muséale, parce que je tiens, le pôle n'est pas que muséal, il y a 2 adjectifs en fait, c'est un pôle muséal et culturel, j'entends aussi associer les différents acteurs culturels de l'université et l'AMSH, puisque c'est l'hôte d'aujourd'hui, est évidemment une des premières entités qui venait à l'esprit. Alors, bon, so far, so good. Maintenant, il fallait trouver un endroit pour abriter ça, un endroit qui sera un peu le symbole, c'est-à-dire pas un endroit où on va exposer tout. Vous pensez bien qu'on pourrait en remplir des mètres cubes et des mètres cubes, donc c'est pas ça l'idée, mais avoir un endroit symbolique, hein, une sorte de totem en quelque sorte, dont on pourrait dire ça c'est le musée de l'université de Liège, et surtout le plus important, il fallait, du moins à mes yeux, il fallait pouvoir replacer ça dans une histoire. Donc un musée, c'est pas juste mettre des objets disponibles dans des vitrines ou qu'est-ce que sais-je, le mode de présentation accessible à des visiteurs, mais il me semblait que c'était un peu notre rôle aussi d'essayer de raconter une histoire et de montrer à quoi tout cela servait. Et il m'a semblé que quelque chose qui pouvait être une porte d'entrée, c'était que finalement, que puisque nos collections sont essentiellement des collections scientifiques, on pouvait mettre en avant l'intérêt de conserver la source primaire dans une démarche scientifique. Et vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité qu'il y avait de truquer parfois certaines données d'expérience. Vous avez parlé de ce qui se passe sous nos collègues biologistes, mais on a eu un recteur biologiste, je n'ose pas dire trop de choses ici. Mais pour moi, ça me paraissait vraiment dans la construction du savoir, dans la démarche de l'esprit critique, important de pouvoir à un moment donné thématiser ce qui était une source première et pouvoir dire, écoutez, on peut discuter tant que vous voulez sur un certain nombre de choses, mais la source primaire, elle est là. Vous pouvez y retourner,
Vous pouvez la voir, vous pouvez en faire le tout, vous pouvez même éventuellement prélever certaines choses et en faire des analyses. Et ça, la meilleure photo qui soit, la meilleure représentation digitale qu'on puisse imaginer maintenant ne peut pas remplacer ça. Et ça, c'est, me semble-t-il, aussi une garantie de vérité. Nous sommes quand même, vérité avec un petit v, le grand V, je le laisse aux théologiens. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un monde qui est de plus en plus soumis à la relativité, c'est-à-dire ce que j'appelle parfois la dictature de l'opinion, c'est-à-dire que on en est sous couvert de démocratie, parce qu'on fait parfois dire beaucoup de choses à la démocratie, et on voudrait qu'elle s'applique dans des domaines où, me semble-t-il, elle n'a pas à s'appliquer. Donc même dans le domaine scientifique, on en est réduit finalement à des opinions. Et donc vous avez une opinion, j'ai mon opinion, les opinions sont toutes respectables, et il n'y a pas de raison de se disputer à ce propos. Mais je pense que les faits sont têtus. Ils sont là. Et donc, je pense que une des missions de l'université est de montrer, et à des aspects, ce n'est pas le seul évidemment, mais la conservation des sources premières est pour moi quelque chose d'essentiel. Quand vous avez, je prends par exemple des domaines qui me sont plus familiers, celui des sciences humaines, quand vous avez perdu un artefact, par exemple un artefact artistique ou archéologique, ou un livre, peu importe, vous pouvez avoir les meilleures photos du monde, etc. Quand il est perdu, il est perdu. Il n'y a pas de remplacement possible à ça. Quand on est dans des domaines scientifiques qui sont des domaines d'expérience, on peut reproduire l'expérience. C'est même, je crois, une des définitions même que l'expérience peut être validée, c'est qu'elle est reproductible. Mais lorsque vous avez perdu un artefact archéologique, même si vous l'avez modélisé et qu'à l'écran, il est même encore plus beau que sur l'original, il faut avoir ce sentiment d'urgence, vous avez perdu quelque chose qui ne peut pas être remplacé, et à un moment donné, le lien qui nous lie à la réalité est perdu. Nous sommes désormais dans une réalité qui n'est plus que virtuelle. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose que l'on peut faire à l'université, il y a vraiment, c'est un apprentissage aussi à l'esprit critique, et ce sont aussi des instruments que l'on peut mettre à disposition de l'enseignement depuis le primaire jusqu'au secondaire et finalement l'enseignement supérieur de quelque type qu'il soit. Donc c'est un peu ça le projet. C'est pas uniquement sauver nos collections, elles le méritent bien sûr, mais ce n'est pas ça, mais ça servira aussi à ça, bien sûr. Mais le projet qui est derrière, c'est vraiment de montrer en quoi ce patrimoine d'objets que nous avons est une partie essentielle et irremplaçable de la construction du savoir scientifique. Je vais passer la parole à la salle. Je vais peut-être vous proposer qu'on finisse en deux vagues de questions. Je prends le micro. Et peut-être, bon, Carla Blanche, mais vous présentez chacun avant de prendre la parole brièvement. Merci. Carla Blanche, donc je suis historien. Je voudrais vous remercier beaucoup pour votre exposé qui est certainement très inspirant pour nombre d'entre nous, que ce soit aux manœuvres de la politique culturelle de l'université, que ce soit dans le domaine de la pédagogie ou de la recherche. Je suis particulièrement intéressé par ce travail de composition que vous appelez de vos voeux pour casser les hiérarchies habituelles et, si possible, par les enjeux de symétrisation que vous évoquez, créer des rencontres possibles. Et je voudrais vous adresser juste deux questions, mais très, très courtes. Ce travail de composition et son laboratoire que vous avez présenté, qu'est-ce qu'il fait en quelque sorte? De quoi est-il producteur? De la rencontre heureuse des binômes que vous évoquiez, ou est-ce qu'il se fait producteur d'une forme de savoir spécifique qui pourrait dès lors constituer en elle-même, la rencontre entre art et science, une discipline en quelque sorte à part entière, qui permettrait aux chimistes que vous évoquiez de ne plus craindre peut-être de se diriger vers des pratiques artistiques. Ça, c'est la première question que je voulais vous adresser. Et puis la deuxième concerne plutôt la place des sciences humaines. Vous parliez des nouveaux commanditaires et de Xavier Douroux, où justement, il me semble que là, l'articulation se fait entre l'art, bien entendu, la société également, dans le projet des nouveaux commanditaires, et les sciences humaines.
de manière très élective, sinon exclusive dans le cas des nouveaux commanditaires. Donc je me demandais quelle place vous accordiez dans votre laboratoire, dans ce grand cube noir dont vous parliez, quelle place vous accordiez aux sciences humaines qui peut-être sont les interlocuteurs tout désignés, électifs en quelque sorte, pour assurer ce travail de composition symétrique que vous évoquiez. Merci. Je crois qu'ils en ont l'habitude, donc je vais me permettre de demander peut-être encore une ou deux questions, puis de laisser nos orateurs répondre, et puis je reviendrai une deuxième fois, sauf si aucune question ne se manifeste. Ah, oui. C'est presque en écho à la question de Karl, mais je songe à Bruno Latour et ce qu'il avait essayé de faire à Sciences Po. Et est-ce que ton projet se rapproche de celui de Bruno Latour? Est-ce qu'il peut capitaliser sur ce qu'il a réussi et ce qu'il n'a pas réussi? Est-ce qu'il est un des conseillers du projet? Enfin voilà, quelle est la place de Bruno Latour dans l'opération? Merci. Donc, je vous laisse y répondre et je vais ramener le micro. D'accord. Sur la... Je vais peut-être commencer par la dernière question. Non, la place de Bruno Latour, d'abord c'est une place intellectuelle, parce que d'une certaine façon, on ne peut pas s'engager dans ce type de projet sans avoir à l'esprit, par exemple, au-delà de Bruno Latour, ce qui est, alors je le dis pas trop devant les collègues scientifiques parce que ils détestent ça, mais c'est le programme de sciences sociales des sciences. Enfin, c'est quand même un programme qui considère que l'activité scientifique est une activité sociale, donc ça c'est un premier point. Voilà. Le deuxième, c'est oui, capitaliser. Enfin, alors Bruno Latour n'est pas dans le projet, enfin au sens strict, voilà. Ça fait partie des auteurs que je lis, donc ça fait partie des auteurs qui nous influencent, enfin, qui m'influencent et qui nous influencent. C'est-à-dire un auteur qui a aussi influencé et qui a dialogué avec les nouveaux commanditaires. Donc on voit que là, il y a des galaxies intellectuelles qui sont cohérentes. Est-ce que l'objectif, c'est de faire la même chose que le Media Lab, ou l'équivalent de ce qu'a fait non, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'en plus, on a un objectif d'une certaine manière plus modeste. Moi, l'objectif, c'est de faire en sorte que un pourcentage significatif des jeunes filles et des jeunes gens qui sont venus se former dans l'établissement aient eu une expérience qui fait qu'ils vont peut-être se poser des questions un peu différemment que si ça leur est posé, etc. Alors, on peut avoir toutes sortes d'expériences dans la vie, hein. Ça peut être des formes de révélation, d'expérience, de bouleversement de ces représentations, elles peuvent venir de tas d'endroits. Cette institution-là, enfin cette petite boîte, n'est qu'un élément. Par rapport à la première question que vous avez posée, je ne sais pas si je la retraduis bien, mais cette scène de recherche est un outil. Je l'appelle entité de recherche parce que ça permet tout de suite de comprendre dans le dispositif des universités qu'une entité de recherche, il faut la doter, il faut la gérer, qu'elle peut répondre à des appels à projets. Enfin, ça rentre mais ça reste un outil. J'ai d'ailleurs pris l'exemple des unités mixtes de services qui sont, je me tourne vers vous Rachel, la structure juridique des MSH en France. C'est-à-dire c'est des choses qui sont pas censées nécessairement être prescriptives d'un programme de recherche. Elles sont là pour accueillir, susciter, etc. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir, chemin faisant, l'ambition d'une ligne éditoriale. Mais je suis partagé. Je ne pense pas spontanément, moi, mais c'est pas de moi, ça va dépendre. Je vous donne mon impression parce que je m'exprime très librement. Je ne pense pas qu'on va construire une nouvelle discipline. En revanche, je pense qu'il y a des nouvelles narrations à faire, à écrire. J'ai pris l'exemple du changement climatique pas complètement par hasard, parce que c'est un domaine où il faut sans doute réécrire toute la narration d'un bouleversement, qui est un bouleversement de valeurs, qui est un bouleversement presque spirituel, du rapport que nous avons à la nature, du rapport que nous avons à... Et là, je suis convaincu que ce genre de lieu doit prendre une part dans ce travail-là. Alors ça relève d'une conviction que nous sommes un certain nombre à partager. À l'Université Paris-Saclay, il y a quelqu'un qui s'appelle Valérie Masson-Delmotte, qui s'est occupé du GIEC, donc il y a des énergies qui sont prêtes je pense, à se coaliser sur ces sujets-là, et je pense que la scène de recherche peut jouer son rôle.
Évidemment, les SHS sont présentes. D'ailleurs, une des hybridations qui est en cours en ce moment, c'est avec soit des gens qui ont fait de l'histoire des sciences, typiquement, qui travaillent sur l'histoire des cosmologies, par exemple, un jeune chercheur qui a travaillé sur l'histoire des cosmologies, qui est très engagé dans notre projet. Et puis, il y a un artiste qui a proposé un programme de résidence qui s'appelle Nos Translucides. Donc, c'est photographie, sociologie, musique et théâtre. Là, ça part d'une photo prise par un photographe, Guy Le Quérec, où il faut essayer de recomprendre une photo qui paraît banale, qui est un mariage en Bretagne, juste un cliché. Et il faut reconstruire tous les types de savoirs qu'on peut mobiliser, retrouver, inférer d'une image. Donc je pense que les SHS jouent un rôle important, mais d'une certaine façon, c'est mon meilleur client. Enfin, je ne sais pas les que vous avez utilisé ou mon meilleur... mais j'aimerais saisir les clients les moins... Enfin, l'objectif, c'est de faire bouger les lignes chez ceux des étudiantes et des étudiants qui sont les plus loin, justement. C'est peut-être ça aussi qui est un des enjeux. Dans la salle peut prendre la parole, exprimer un commentaire ou poser une question. Dominique Allard, je suis professeure d'histoire de l'art, avec une spécialité en histoire de l'art de la Renaissance, ce qui m'amène à envisager une période bénie où art, culture et sciences n'étaient pas distingués comme on le fait aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous remercier, moi aussi, pour cet exposé qui, je crois, est très stimulant. Stimulant pour nous tous et stimulant en particulier dans notre institution où on voit que les choses sont en train d'évoluer très fort avec de très beaux projets dont on a entendu parler. Mais je voudrais aussi vous faire part, et non pas à vous personnellement, mais peut-être le dire de manière générale à toutes les personnes qui sont ici présentes, d'une certaine perplexité, voire d'un sentiment de malaise que j'éprouve quand on parle d'art, de culture, de sciences humaines et sciences sociales, et en définitive d'un ensemble qui me semble assez mal défini, qui me semble peut-être répondre à une définition en négatif, ce qui n'est pas les sciences dures, les sciences exactes, les sciences appliquées et la médecine. Et je suis un peu inquiète parfois. Déjà, je suis perplexe face au regroupement SHS. Et si on y ajoute encore les arts, par ailleurs, j'ai l'impression que on a un ensemble qui n'est pas vraiment homogène, ni du point de vue historique. Ce sont des domaines qui ont des histoires extrêmement différentes, qui ont fortement évolué au fil du temps, ni non plus du point de vue épistémologique. De sorte que j'ai l'impression que ça pose pas mal de problèmes aujourd'hui. Pour avoir siégé au conseil scientifique du CNRS pendant de longues années, pour avoir aussi connaissance des problèmes qui se posent dans notre FNRS en Belgique, j'ai l'impression que cette approche un peu simpliste, à mon avis, de ces champs disciplinaires pose pas mal de problèmes. Voilà, ça c'est une réflexion d'ordre général. Je voudrais par ailleurs vous poser une question. Traditionnellement, Paris-Cachan et aujourd'hui la nouvelle structure Paris-Saclay, vous l'avez rappelé, se veut très sélectif en termes de qualité des étudiants, de motivation des étudiants. Vous recrutez les beaux cerveaux, je crois que vous l'avez dit presque dans ces termes-là tout à l'heure. Cette exigence qui me paraît vraiment devoir être réaffirmée de manière plus générale, je voudrais savoir comment vous pensez qu'on peut l'envisager quand on parle du domaine des arts. Vous avez parlé d'artiste de premier plan, mais qu'est-ce que c'est un artiste de premier plan, sinon celui qui a les honneurs des médias ou celui qui réussit d'un point de vue commercial? Et donc, du point de vue de l'évaluation, on parle d'évaluation continuellement, aujourd'hui, comment fait-on pour
évaluer des artistes intéressants qui auraient droit de citer dans des structures universitaires ou universitaires reconsidérées comme celles dont on parle aujourd'hui. Comment faire en fait pour distinguer le bon grain de l'ivraie? Vous avez fait allusion à plusieurs reprises à ce problème. Je vais dire pourquoi j'ai dit ça. Vraiment crucial. Ouais. Je voulais dire un mot. Moi, je n'ai pas de mon propos n'est pas du tout d'avoir une réflexion sur l'unité ou le regroupement des sciences humaines et sociales, et encore plus du regroupement des sciences humaines et sociales et des arts. Je dis juste une chose, ce que j'ai voulu dire. Premièrement, je pense que la séparation, notamment en France, parce que c'est pas le cas partout, des lieux où on fait l'apprentissage des arts et des lieux où on fait par ailleurs tout ce que fait une université, c'est-à-dire pratiquement de la médecine à l'histoire, cette séparation-là a une histoire institutionnelle qui, à mon avis, n'est pas indifférente à ce qui va se passer une fois, ça a des conséquences, et je pense que ces conséquences, je n'entends pas les résoudre. Je trouve que c'est pas forcément mauvais peut-être qu'il y ait des faculty of arts dans les universités. Il y en a pas en France. Je parle de la France. Encore une fois, je connais pas assez bien la situation en Belgique, mais je trouve que cette séparation a des effets. On peut la regretter, ne pas la regretter, c'est une autre chose. Je ne tire aucune conclusion de ça sur l'unité épistémologique, sur la différence des régimes de savoir, sur la nécessité de les distinguer. Pour ce qui me concerne, j'ai simplement dit que si je devais traiter la question de placer la culture au cœur de l'université, je défendrais une position qui est un peu polémique, qui consiste à dire on a séparé les lieux où il y a des artistes des lieux où on fabrique de la connaissance, et plaçons des artistes au cœur des lieux où on fait de la connaissance, mais avec des conditions justement non pas les rassembler pour qu'ils fassent la même chose, mais qu'il y ait déhiérarchiser, enfin au moins accepter que les deux régimes de connaissance se discutent. Et quand je dis les deux régimes, évidemment, ils sont variés, parce qu'à l'intérieur même des arts, on va pas parler de la même chose quand on va parler à un compositeur de musique ou quand on va parler à un plasticien, et a fortiori en face quand on va parler à un biologiste ou à un historien, parce que du coup là on peut mettre du côté de l'université et du production de savoir aussi bien le biologiste que l'historien. Donc ça c'est le premier point. Bon, j'ai parlé de la sélectivité des étudiants, je dis pas que c'est un idéal en soi, mais moi je dirige un établissement qui a cette fonction. L'université a de très multiples fonctions d'inclusion sociale, on en parlait cet après-midi dans votre colloque, des fonctions d'accueil d'une classe d'âge, de formation pour un pays donné de ses enfants, si je peux m'exprimer ainsi, mais aussi de maintenir dans les disciplines de recherche. Voilà. Donc il faut de tout. Il se trouve que moi je m'occupe d'une institution très sélective, donc c'est ça. La France a divisé les choses dans des institutions distinctes, c'est pas forcément une idée géniale. Je parlais de l'université Paris-Saclay, elle essaie de rassembler ses différentes missions, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est de là d'où je parle, donc c'est pour ça que je l'ai dit. Artiste de premier plan, moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que l'université ne doit pas se choisir ses artistes. Alors après, est-ce que c'est bien que des artistes... Quelle est la métrologie qui va reconnaître les artistes? Vous dites, oui, il y a le danger que ce soit le marché. Bon, c'est vrai que on a dans un monde, notamment des arts plastiques, c'est pas tout à fait vrai si on parle de la musique contemporaine. C'est intéressant de ça. Quand j'ai découvert ça aussi, combien coûte la rémunération d'un artiste contemporain dans les arts plastiques, dans la sculpture, dans la peinture, dans la musique. Je peux vous dire que c'est pas le même prix. Donc, ou dans la littérature. C'est vraiment, c'est très troublant. Moi, je ne dis pas du tout que c'est moi qui vais savoir. Je dis même justement que c'est surtout pas moi qui dois savoir. Et que il doit y avoir des instances et des institutions. Il y a un milieu professionnel. Alors ensuite, moi, j'arrive à la limite de mes compétences parce qu'on peut discuter à qui faites-vous appel, qui sont vos prescripteurs. J'ai évoqué, et je ne l'ai pas évoqué par hasard, les nouveaux commanditaires et le consortium. C'est pas exactement la même chose que le marché de l'art pour les oligarques à la foire de Bâle, si vous voulez. C'est pas exactement le même monde. Et pourtant, ce sont des lieux où sont évalués, testés dans des mondes sociaux les artistes qui tiennent, ceux qui tiennent pas. Alors est-ce que ces jugements sont bons ou pas bons?
Je dis juste que c'est pas à moi de les tenir. Et que je ne pense pas, je pense que le défi, c'est que l'université, enfin le défi, ce que l'université doit probablement accepter, c'est que quand elle se choisit des interlocuteurs culturels, elle se les choisit au meilleur niveau, et elle se choisit pas des interlocuteurs pour université. Elle se choisit des... Voilà. Alors on peut... Mon raisonnement, il est polémique, il a ses limites, parce qu'à un moment donné, quand il y a des artistes qui ont envie de travailler avec les universités et qui en ont fait un domaine de spécialité, je dis que ça a ses limites. En même temps, ça peut être quand même commode, si je peux m'exprimer ainsi, mais au bon sens du terme. Ça peut être aussi d'excellents collaborateurs. Enfin, je suis un peu... Je coupe les choses un peu de façon, vous l'avez dit, hein, de façon parfois un peu vive. Mais c'est pour envoyer une sorte de balise qu'on peut ensuite un peu martyriser, qui est de dire il y a deux métrologies, il y a deux lieux d'évaluation, certainement, et il faut discuter au meilleur niveau et que chacun soit dans son monde. Voilà. Enfin, que chacun soit choisi en fonction de la métrologie de son monde. Okay, je pense que vous voulez réagir. Oui. Peut-être une ou deux réactions à ce qui vient d'être dit ici. D'abord, sur le choix des artistes. Je pense pas d'ailleurs que si on mettait autour d'une table une douzaine de personnes pouvant, on l'espère, émettre un avis, ils arriveront au même avis. Donc tout ça est extrêmement subjectif. Le problème, c'est quand on veut faire intervenir des artistes, il vaut mieux qu'ils soient vivants, et qu'en général, il faut attendre un petit peu pour voir finalement ce que l'histoire peut-être retiendra. Mais c'est pas ça le but de mon intervention ici. Ce qui me frappe dans l'expérience qui est tentée pour l'instant dans votre institution, c'est quand même aussi que la relation entre l'artiste et le monde universitaire n'est pas une relation symétrique. C'est-à-dire que j'ai parfois un peu l'impression, en vous écoutant, que vous introduisez dans un milieu universitaire qui est, rien qu'en termes de nombre, enfin, l'université, elle est là, avec tous ses chercheurs, ses étudiants, etc., et vous allez introduire un élément comme un corps étranger, en quelque sorte, là-dedans, et un peu comme si vous étiez en situation d'expérience, vous allez voir un peu les réactions que ça va produire. Hein, donc c'est quand même, c'est presque l'objet d'une expérience, en quelque sorte. Vous avez votre université qui fonctionne avec sa sociologie, avec son histoire, avec ses habitudes, et vous vous dites, tiens, moi je vais mettre une petite goutte de quelque chose là-dedans, et je vais voir ce qui se passe. Mais évidemment, ce n'est pas une relation symétrique. Ce n'est pas une relation symétrique. Et donc, l'artiste qui est là, est-ce qu'il est là en tant finalement qu'artiste avec tout ce qu'il peut éventuellement retirer lui-même de l'expérience, ou est-ce qu'il est juste là pour faire réagir finalement vos chercheurs, vos enseignants et vos étudiants? Là aussi, je grossis un peu le trait, hein, mais c'est bon, on va faire comprendre. Je pense que l'objectif, l'idée même de la boîte noire, c'est une boîte noire parce qu'un théâtre c'est toujours une boîte noire, enfin en règle générale. C'est un lieu où, enfin, vous avez raison, sur un point, c'est-à-dire que dans les intentions initiales, il y a l'idée d'introduire quelque chose qui va faire bouger des choses. Donc là, un peu de provocation. Oui, l'artiste va, voilà. Mais il s'agit justement de créer sur le plateau un dispositif dans lequel il va se faire une œuvre. Et cette œuvre, l'artiste l'a fait dans un dialogue avec un scientifique ou des étudiants, parce qu'il y a aussi, avant tout ça, ça mélange aussi des étudiants. Et là, c'est un travail commun d'écriture, dans un langage qui confronte le langage des scientifiques et le langage de l'artiste. De ce point de vue-là, dans ce périmètre-là, qui n'est pas très grand, je dis que c'était une boîte de 15 mètres sur 15 mètres sur 15 mètres, donc d'une certaine manière, c'est tout petit par rapport à ce qui est une université, dans ce périmètre, ou un peu plus large autour de ce périmètre, il y a une forme de symétrie. C'est-à-dire qu'il y a un lieu, voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est très circonscrit, mais je dirais plutôt que je vous répondrai comme ça. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment l'idée qu'il y a un travail artistique qui soit fait véritablement dans ce dialogue, et de ce point de vue-là, que ce soit un petit territoire de symétrie. Voilà, on pourrait dire ça.
Merci pour ces précisions. Merci au public, à vous, chacun et chacune présente, vos questions, votre participation. Bon, l'enjeu de cette soirée, c'était aussi bien sûr d'interroger, et vous l'avez dit en entrée de votre conférence, d'interroger un positionnement institutionnel, une université qui assume une vocation culturelle, et c'était de ça qu'on voulait débattre. Et je pense que chacun ici s'est bien prêté au jeu, en montrant aussi les familiarités finalement sur des arts sciences, culture. Alors on doit bien sûr apprendre à distinguer, mais il y a des familiarités quand même sur les processus d'enquête, d'expérimentation, des familiarités aussi sur les missions. On y est venu un peu en termes d'universalité, en termes de questionnement autour de la vérité avec un petit V, mais enfin quand même ça traverse aussi bien les artistes que les scientifiques, avec des problèmes, tous les problèmes que ça suppose quand on s'attaque à des enjeux comme ceux-là, ceux de l'universel, ceux de la vérité. Donc évidemment, voilà des pistes que vous nous avez mis à penser sur ces familiarités et sur tout ce qu'elles peuvent amener en termes de composition, des compositions difficiles parce qu'elles s'opèrent avec quels acteurs, quelles disciplines, et finalement, quand on se demande quels acteurs et quelles disciplines, c'est bien sûr effectivement la question des sélections et des conditions de mise en place de ces compositions. Donc vous êtes parfaitement rentré dans l'enjeu du débat qu'on voulait mener ce soir. Encore un grand merci Pierre-Paul Zaliot pour votre conférence. Merci aussi à vous, monsieur le premier vice-recteur, pour vos interventions. Et je tiens aussi tout particulièrement à remercier mes collègues organisateurs de ce colloque, et en particulier Thomas Beyer et Mélanie Cornelis, mais toutes les équipes qui sont avec eux pour nous avoir accueillis dans le cadre de ce colloque, et bonne continuation pour vos travaux dans les jours qui viennent. Bonne soirée à chacun et chacune.